Regardez ce qui se passe dans l'affaire Epstein, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux avec les révélations concernant le couple Clinton et en particulier l'audition à distance de Hillary Clinton. Après des mois de résistance, Bill et Hillary Clinton vont finalement témoigner sous serment à huis clos dans l'enquête menée par le Congrès américain. Et il y a beaucoup de signes qui indiquent l'ampleur des liens entre Bill Clinton et Epstein. Vous nous avez rejoint, Elisa Cléac. C'est une audition évidemment très attendue et très à charge quand même pour Clinton, monsieur et madame. Oui, voilà, on va voir d'ailleurs sur ces images le convoi d'Hillary Clinton cet après-midi qui se rend à son audition dans l'État de New York. Voilà, vous la voyez arriver. D'ailleurs, l'État de New York, un choix particulier dont on va rediscuter par la suite. Mais avant, je rappelle qu'elle est donc auditionnée seule puisque son mari, Bill Clinton, sera lui entendu demain. Avec donc pour cette audition un double objectif, qu'Hillary Clinton réponde bien sûr de ses propres relations avec Jeffrey Epstein, mais aussi et surtout celle de son mari, ancien président des États-Unis, puisque les documents dévoilent effectivement une proximité entre Bill Clinton et le pédocriminel entre la fin des années 90 et le début des années 2000. On le voit bien d'ailleurs sur ces photos. Et pour cause, l'ancien président est tout de même mentionné plus de 2000 fois dans ces documents Epstein, bien qu'aucun acte répréhensible n'ait été identifié. Le couple avait déjà affirmé qu'il n'avait rien à cacher et Hillary Clinton avait, elle, déclaré n'avoir eu aucune interaction significative avec Jeffrey Epstein. Arrêtons-nous un instant à ça, c'est-à-dire l'ampleur du lien entre un ancien président des États-Unis et même pendant qu'il était président. Il a été reçu 17 fois à la Maison-Blanche. Epstein a donné du cash pour la fondation de Clinton. Clinton, plus d'une vingtaine de fois dans l'avion, 17 fois à la Maison-Blanche. Pour Clinton, tout ça, évidemment, très sale. Oui, c'est très embarrassant. Moi, j'étais en poste précisément à l'époque Clinton et j'ai ensuite connu Hillary Clinton plus tard quand elle était secrétaire d'État. Bon, on sait qu'il aime les jeunes femmes. Je ne sais pas si ça concerne des mineurs aussi, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir un président américain qui a des liens aussi forts avec quelqu'un comme Epstein. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il a un réseau extraordinaire, puisque c'est aussi un des princes héritiers à l'époque de la couronne britannique, la reine du Danemark, d'autres personnalités iconiques comme Terje Rod Larsen, le président du Nobel, du Conseil de l'Europe. Donc il a un réseau qui effectivement tourne autour du sexe, de l'argent et de la puissance. Il y a beaucoup d'images parce que Elisa l'expliquait, il y a des milliers, combien de citations dans les... Plus de 2000. Plus de 2000. Quand on va voir certaines de ces images, parce qu'il y a non seulement le contenu texte, mais il y a les images. Il était dans l'avion, il était dans les îles, dans la piscine, dans le jacuzzi, etc. Pour lui, il y a quelque chose de terriblement à charge. Mathias Darmon, vous êtes avocat de l'ONG Innocence en danger. Dans la façon dont Epstein savait, disons, piéger un certain nombre de puissants, on a là l'exemple le plus emblématique peut-être. Là, c'est des photos qui circulent depuis un certain temps quand même de Monsieur Clinton et qui sont assez embarrassantes en majorité. Faut noter aussi que Monsieur Epstein avait financé la campagne en 92 de Bill Clinton, la campagne présidentielle qu'il avait remportée. Donc on sent de toute façon qu'il y a une espèce d'emprise peut-être de Monsieur Epstein sur Bill Clinton. Il arrive à le tenir par les photos, par l'argent, par différents aspects, et derrière il se retrouve piégé. Et là encore on voit des photos qui défilent, qui sont toutes plus embarrassantes les unes que les autres. Avec Ghislaine Maxwell, notamment. Oui, notamment avec des jeunes femmes. Voilà, donc on verra ce qu'il dira demain, Monsieur Clinton. Ce sera très intéressant. Le degré d'irresponsabilité pour un ancien président des États-Unis d'Amérique, et on ne parle pas du maire d'une commune qui s'est fait un petit peu avoir, c'est l'ancien président des États-Unis d'Amérique qui continue, malgré tout ce qu'on commence à apprendre sur Epstein, ce genre de relation. Évidemment, c'est terriblement à charge. Alors d'abord, moi je dirais, excusez-moi, que c'est aussi embarrassant pour Trump. Parce qu'en réalité, les Clinton font la leçon à Trump. D'ailleurs, ils le disent, ils disent « nous n'avons rien à cacher nous allons vous répondre à toutes vos questions », ce qui est une manière de dire « on ne sait rien et vous, Trump, qu'est-ce que vous allez déclarer ?» En ce qui concerne Bill Clinton, vous savez, les Américains ne se sont jamais fait beaucoup d'illusions sur la moralité sexuelle de Bill Clinton. L'affaire Lewinsky est dans toutes les mémoires. Et aux États-Unis, à New York, tout le monde pensait
que Bill Clinton avait une vie, disons, sexuelle assez agitée. Mais ça, c'est une chose. Mais le fait de rester ami d'un pédocriminel qui a été déjà en 2018, c'est en 2018 qu'il y a le... Non, il est condamné en 2012. Non, mais en fait, ce qui est 11, je crois. 2011. Je pense. On va retrouver la ligne du temps exactement, mais enfin, en tout cas, 2008, un ancien. 2008, il est condamné en 2008 et il est condamné. prison à sursis. 2008, coupable. Condamné. Le fait que des gens comme ça, il y a aussi évidemment, comment dit-on, Chomsky et beaucoup d'autres, hein, de droite, de gauche, Bannon très à droite, etc., continuent à le fréquenter, c'est quand même pour eux terriblement compromettant. Oui, mais Bill Clinton, il explique qu'il a rompu tout lien avec Epstein en 2005. Reste à savoir si c'est vrai ou pas. Comme par hasard, ça concorde avec la condamnation de M. Epstein en 2008. Comme par hasard, il aurait arrêté de le fréquenter avant. Donc, c'est sa défense. Et ce qu'il va dire aussi, c'est qu'il n'avait aucune connaissance des activités pédocriminelles de M. Epstein et qu'à aucun moment il a vu quoi que ce soit de répréhensible vis-à-vis de M. Epstein. Donc... Est-ce que c'est crédible dans un pays comme les États-Unis où le FBI espionne tout, où tout est numériquement espionné, que le FBI ait ignoré qu'il y avait un certain nombre, notamment simplement de prostituées mineures? Parce que c'est ça que faisait, entre autres choses, Epstein. Est-ce que c'est crédible que le FBI n'ait pas été au courant? Non, mais ils auraient dû d'autant plus le savoir que, alors je ne sais pas à partir de quand on a surnommé son avion le Lolita Express, ça dit bien ce que ça veut dire, et que on parlait de l'île aux pédophiles, hein, donc effectivement ça devait se savoir dans les services de renseignement américains. Comment va se dérouler, Elisa, là, exactement l'audition? En fait, là, ce qui est quand même assez frappant, et on va le voir sur ces images, c'est que cette audition, elle n'a pas lieu au Congrès, comme on aurait pu le penser, mais elle a lieu à Chappaqua, donc dans l'État de New York, et surtout, elle a lieu à huis clos, dans une sorte de salle de spectacle que vous voyez à l'image. Bien sûr, cette audition, elle sera filmée, elle fera l'objet d'une transcription écrite, mais c'est quand même très représentatif de la tournure politique que prend cette audition, puisqu'avec ce huis clos, le couple Clinton dénonce un risque d'instrumentalisation des républicains, qui sont donc à la tête de cette commission d'enquête, et Hillary Clinton va jusqu'à les accuser de vouloir détourner l'attention au sujet de Donald Trump dont on parlait justement, qui lui-même, je le rappelle, est mentionné à plus de 3000 reprises dans les dossiers Epstein. Écoutez. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons dit que nous témoignerions en public. En fait, nous préférerions cela. Nous voulons de la transparence. Je pense qu'ils ont quelque chose à cacher et je pense qu'ils s'inquiètent au sujet du président Trump. D'ailleurs, sur X, avant même donc son audition aujourd'hui, Hillary Clinton a même demandé directement que Donald Trump soit lui-même entendu sous serment devant cette même commission d'enquête. Regardez certaines des photos qui sont dans le dossier. Epstein possédait une peinture à l'huile retrouvée à son domicile à Manhattan. Sur la toile, l'ancien président démocrate est représentant portant une robe bleue et des talons rouges dans le bureau ovale. Voilà, ça c'était le style Epstein de ses appartements. Oui, soit... C'est son bon goût habituel, hein. Quand on voit les photos de sa perquisition avenue Foch, c'est le même type d'œuvres d'art qu'on retrouve, avec des photographies aussi qui sont parfois totalement indécentes, avec des jeunes filles parfois très jeunes. Donc c'est pas choquant de voir ce type d'œuvres d'art présentes dans sa résidence américaine. La manière de piéger les gens, d'avoir des dossiers sur tout le monde, c'était sa spécialité. Et là, il avait un très très gros morceau. On a vu l'autre jour Andrew, là c'était le morceau Clinton. Oui, c'est un génie il faut bien dire, c'est un génie de la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'il en obtenait de tout ça, de ces réseaux qu'il avait créés? Bon, d'abord, il aborde sa fortune. Il est parti de rien. C'est quelqu'un qui était un professeur de mathématiques dans un collège à Manhattan, et il a fini pas tout à fait milliardaire, mais il a fini très très riche. Alors ensuite, il y a aussi les autres aspects, hein, les relations avec les services de renseignement russes, les services de renseignement israéliens. Donc là, mais moi je suis convaincu que l'ensemble des élites américaines va faire bloc. Et que d'ailleurs on a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de poursuite, contrairement à ce qui se passe en France ou contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que moi quand j'ai parlé de ce sujet sur la 5e avenue ou sur Madison à New York, on avait vraiment l'impression que tout le monde connaissait, tout le monde le connaissait, tout le monde lui avait demandé à un moment ou un service, parce que l'homme était
tout le monde disait, mais il était d'une générosité incroyable, il avait un entre-gens absolument exceptionnel, ce qui ne veut pas dire que chaque fois qu'il aidait quelqu'un, c'était pour obtenir quelque chose. Il était assez intelligent pour créer autour de lui cette sorte de climat qui en faisait une des vedettes de Manhattan. Et donc, démocrate, républicain, je pense que des deux côtés, c'était pas l'aspect politique qui comptait, hein, c'était l'appartenance à ce milieu extrêmement restreint des grandes fortunes de New York. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de milliardaires sur Madison Avenue qui s'inquiètent pour en ce qui les concerne. Oui, il n'y a probablement pas que Bill Gates qui avait engagé des liens avec lui. Il finançait un certain nombre de séminaires, de réunions. Je ne sais pas si on parle de Hawking tout à l'heure, oui, qui est le grand scientifique qui est paralysé, il s'est retrouvé également sur son île avec des jeunes femmes en maillot de bain parce qu'il avait financé un séminaire qui avait été organisé par lui. Donc effectivement, tout le monde a été touché et dans tous les secteurs d'activité, mais d'une certaine internationale des élites. Le snobisme, hein, c'est-à-dire, moi je me rappelle ce gala, il y avait un gala à Londres, je crois, où les Clinton étaient invités. Il y avait monsieur, madame et leur fille. Et pour être à côté de Clinton père, c'était 500 000 euros. Et puis pour être à côté de la fille ou de l'épouse, 250 000 euros. Et il y a un degré de débilité de gens qui paient ça pour être assis à côté. Donc oui, le snobisme, quand il est si loin, on imagine que pour Epstein, évidemment, c'était une très grande force de dire venez à mon dîner, vous allez être à côté de Clinton. Alors les Américains et les Britanniques le font aussi pour des œuvres charitables. Ouais. Et c'est comme ça que tout est financé, aussi bien les arts que la science, et vraiment des œuvres caritatives. Moi, j'ai vu ça en permanence quand je vivais à Londres. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez observé dans vos dossiers, c'est-à-dire cette manière de construire par une espèce de pyramide où il tient Clinton et puis il tient le prince Andrew et ça lui permet d'avoir un tel et un tel qui vont venir au dîner? Oui, et il s'est servi de Bill Clinton d'ailleurs pour différents voyages en Afrique, pour des raisons a priori humanitaires, et on sait que M. Clinton, quand il est arrivé sur le sol africain, il avait une certaine aura, et ça a permis à M. Epstein aussi, là aussi, d'accumuler une forme de légitimité. Donc il se servait de toutes ces personnes-là, et puis derrière il y avait une forme de chantage à la fois économique avec tout cet argent qui circulait, et de chantage sexuel avec les photos là aussi qu'on voit avec des jeunes filles. Et oui, ce dont vous parlez, ça se retrouve dans le dossier. Et c'est tout simplement M. Epstein qui essaie de se servir des autres pour son propre profit. Mais vous savez, il y en a beaucoup d'Epstein, mais alors certains, et j'imagine que les autres ne tombent pas dans la pédophilie, mais ces gens qui circulent dans tous ces milieux richissimes, dont on ne sait pas vraiment qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent, mais qui en permanence vous donnent leur carte, vous appellent, et voilà, donc ça fait partie un peu de ce système, de ces élites transnationales, en particulier anglophones, qui existent et qui ont toujours existé, qui existeront toujours. Tout ça donne quand même une impression de tartufferie terrible, parce que vous disiez humanitaire africain, blabla. Il y avait des gens comme Jagland, qui était un ancien président du Comité Nobel. Il a été 6 ans président du Comité Nobel. Et du Conseil de l'Europe. Et du Conseil de l'Europe. Et Premier ministre norvégien. C'est terrifiant. Des gens qui étaient le bien-pensant type, puritain, correct, convenable, qui fait très attention à ce qu'il dit sur le genre, la couleur de peau, l'argent, le sexe, etc. Et qui, par derrière, fait signer par Epstein une garantie pour acheter un appartement. Ça témoigne quand même, évidemment, d'une tartufferie épouvantable. Et ce qui est terrible, c'est les réactions dites populistes dans tous les pays, en disant tous pourris. On les comprend. Et puis, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la réaction et que ça a des conséquences sur le plan politique et sur le plan de la politique intérieure dans différents pays également. Je suis convaincu que les élites politiques, en particulier les élites politiques, sont moins corrompues qu'elles étaient il y a 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a des règles, alors qu'à l'époque, il y a 30 ans, j'étais au cabinet du ministre de la Défense, je peux vous assurer que l'argent circulait beaucoup plus librement qu'il le circule aujourd'hui. Comment Epstein piégeait-il les gens? On a là aussi, notamment à travers Clinton, mais pas seulement Elisa, cette façon qu'il avait de filmer et de documenter tout ce qu'il pouvait
jouait sur tous ces liens, toutes ces relations. Avec une nouvelle révélation qui est apportée par le journal britannique Le Télégraphe, comme quoi il dissimulait des dossiers secrets dans des entrepôts partout à travers les États-Unis. Vous le voyez, vous allez le voir sur ces images, notamment de ce box de stockage. Voilà, on est à Palm Beach, en Floride, où on y voit ce vidéoprojecteur. On a également de nombreux CD, autant de documents évidemment très précieux dans ces dossiers qui étaient dissimulés dans des entrepôts secrets. On en dénombre au moins 6, un petit peu partout aux États-Unis. Ces informations donc révélées par le Télégraphe, c'est grâce à des analyses des journalistes, de relevés de cartes bancaires, de mandats de perquisition qui montrent que Jeffrey Epstein a payé des détectives privés pour qu'ils retirent son matériel de type ordinateur, des CD, des photos de sa maison en Floride ou encore de son île privée dans les Caraïbes pour les placer dans les entrepôts et bien sûr pour les éloigner de ces investigations des autorités américaines. Ça fait évidemment également écho aux photos qu'on avait découvertes il y a à peu près un mois, publiées par le ministère américain de la Justice, d'une salle multimédia, vous la voyez là à l'écran, qu'il s'était constituée dans sa maison de New York. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur ces éléments dans ces entrepôts secrets. Le FBI a refusé toute précision, mais les mandats de perquisition suggèrent que les autorités américaines n'avaient jamais perquisitionné ces casiers. Donc on peut bien sûr supposer que cela va nous donner de nouvelles preuves, de nouvelles informations sur Jeffrey Epstein et puis évidemment d'autres complices. Restons un instant sur ces écrans, ça paraît incroyable. C'est une petite régie. Alors si on va ici à LCI, alors notre régie est quand même un peu plus sophistiquée, mais c'est une petite régie. C'est-à-dire que dans les maisons où il faisait venir ses invités, avec souvent des prostituées, et parfois des prostituées mineures, eh bien, il avait une sorte de régie pour documenter tout ça, c'est-à-dire pour avoir un dossier sur chacun et chacune. Oui, on sait qu'à Paris, il avait installé beaucoup de caméras aussi, avenue Foch. Donc il a sans doute des centaines d'heures de rush qui sont à retrouver. Je suppose que c'était pas pour monter un long métrage qui serait présenté au César. Là, il y a potentiellement un nombre de preuves incalculable. Et donc on verra ce que le FBI fera de tout ce qu'ils ont retrouvé aux États-Unis. Mais en France, vraisemblablement, on a aussi des éléments de vidéo qui seraient judicieux d'exploiter pour le parquet. Regardez l'image dans sa maison à New York, parce que sa maison à New York était truffée de caméras. Je ne sais pas si c'était le cas de l'appartement avenue Foch, mais c'est documenté pour ce qui est de la maison à New York où, voilà, ça c'était son. Je crois qu'elle est à vendre. Mais les gens ne se précipitent pas pour vous qui avez beaucoup d'amis. Oui, voilà, je pense que c'est des petites annonces et il y a dans les angles de la pièce partout des caméras parce qu'ils voulaient là encore pouvoir. Voilà, on voit ici le cercle rouge d'une de ces caméras qui permettait d'avoir des dossiers sur tout le monde. Absolument, mais il devait penser que c'était une assurance vie aussi, c'est-à-dire d'avoir des dossiers sur tout le monde. Ça permet, le cas échéant, de faire chanter, ce qu'il a fait un peu avec Bill Gates, d'ailleurs, mais sûrement avec d'autres également. C'est pour ça que son suicide est quand même un mystère douteux dont nous ne connaîtrons sans doute jamais la vérité à cet égard. La tradition américaine des dossiers, on sait, alors c'est très russe, le compromat, c'est-à-dire très russe, très soviétique, très post-soviétique, mais aux États-Unis aussi, il y a une très grande tradition du FBI, Hoover déjà et d'autres, d'avoir un dossier sur chacun. Et donc on le tient. Il n'y a pas seulement le FBI, vous avez des gens, des privés qui essayent de faire chanter d'autres, faire chanter leur beau-frère par exemple, comme un exemple que vous connaissez bien, que nous connaissons bien à Paris, quelqu'un qui jette une prostituée dans le lit de son beau-frère et qui envoie ensuite tout ceci à sa sœur. Pendant les campagnes électorales. C'est un classique des campagnes électorales. C'est des grands classiques. Oui, mais alors il y a également une filmographie aux États-Unis avec des détectives privés, effectivement, des histoires de ce type qui sont peut-être aussi plus violentes qu'elles ne sont en France. Regardez, vous parliez de Bill Gates. C'est le Wall Street Journal qui le précisait. Bill Gates a déclaré que ses liens avec le criminel sexuel Epstein étaient une énorme erreur. Lui est passé aux aveux, admettant devant les membres de sa fondation avoir eu des relations extra-conjugales avec 2 femmes, niant des implications dans les crimes précisément du financier. C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein, dit-il. Alors il avoue ses relations extra-conjugales. Mais ce qui est très grave, c'est qu'effectivement, là, Epstein l'a fait chanter. Donc il y a vraiment une relation de chantage qui s'est établi. L'homme le plus riche ou un des plus riches du monde, un des plus puissants, était dans la main d'Epstein.
Oui, absolument. Oui, c'est un des plus riches du monde parce qu'il avait d'ailleurs une activité humanitaire très importante. Il finançait en très grande partie l'OMS, par exemple, en ciblant un certain nombre de maladies. Bien sûr, oui, c'était faire chanter l'homme le plus riche, un des hommes les plus riches du monde. Il y a aussi chez Epstein un sentiment de pouvoir en approchant les puissants. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi quand même à retenir là de cette journée, aujourd'hui, celle qui viendra demain. C'est un peu l'establishment américain qui est en train de s'effondrer quand on voit le couple Clinton qui est entendu, l'administration Trump aussi qui est quand même sacrément secouée. Il y a une forme quand même de secousse qui est très importante et on verra les conséquences dans les jours, dans les semaines à venir. Mais ça paraît très, très intéressant. Il va falloir suivre ça de près. Vous nous avez rejoint, Elisabeth Shepard-Sella. Merci beaucoup. Vous connaissez si bien les États-Unis, vous êtes américaine vous-même. Est-ce que c'est un choc pour vous quand vous apprenez, alors Clinton, ancien président des États-Unis, on redonne les quelques chiffres, hein, aidez-moi Elisa. 2000 fois mentionné dans les documents Epstein. Une vingtaine de fois dans l'avion. 17 fois reçu à la Maison-Blanche sous mandat, donc président des États-Unis. Hein. Epstein avait versé beaucoup d'argent pour la fondation Clinton et vous disiez, maître, que... Il a financé sa campagne de 92 aussi, qui est sa campagne victorieuse de Bill Clinton. Oui. Tout ça est quand même très très pourri. Et puis maintenant, Gates, que Epstein pouvait faire chanter. Ça fait quand même beaucoup de gens. Là, c'est des légendes. Gates, c'est une légende vivante de l'histoire économique et technique des États-Unis. Mais on se rend compte à quel point, à droite, à gauche, en politique, dans le business, dans la culture, on parle aussi de Noam Chomsky, qui est quand même une grande universitaire de gauche, voire de l'extrême gauche. Donc aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est une époque et un groupe de personnes qui traversent... Alors, ils ont tous beaucoup d'argent, pour le coup, ou en tout cas un certain statut, mais ça va de gauche à droite, ça concerne tout le monde, et beaucoup de prédation, en plus des histoires financières, bien évidemment, sur des gens qui viennent bien évidemment pas de milieux aussi favorisés. Le choc, hein. Gates, on disait l'autre jour, Gates, c'est typiquement, dans le monde de la tech, c'est celui qui paraissait le plus sérieux, bourgeois, convenable. Absolument. Un côté un peu foutraque de marié, enfant, très sérieux. Etc. Et puis travaillant, gérant cette fondation avec sa femme. Moi, je l'ai rencontré en Chine, dans des grands séminaires et autres. C'était un véritable gourou pour les Chinois. Ils avaient une fascination pour lui. Alors qu'aujourd'hui, le pays critique l'Occident et veut un ordre mondial différent. Et effectivement, tout ce qui se passe autour de l'affaire Epstein, que ce soit en Russie, en Chine, évidemment, est largement exploité. Mais c'est toujours le même type de profil. Ça reste quand même des hommes puissants, riches, forts, qui se sentaient dans l'impunité la plus totale, que ce soit pour le prince Andrew, pour Donald Trump, pour toutes les personnes qui sont citées dans les dossiers. Et là, aujourd'hui, petit à petit, ça commence à tomber. Et là, il essaye de faire amende honorable, Bill Gates, mais ça va être compliqué pour lui de tenir, de trouver des justifications. Et malheureusement, sa fondation risque d'en pâtir, alors que pourtant, elle prône le bien et elle essaye de soigner, il me semble, des maladies en Afrique. Voilà, et c'est quelque chose de positif. Et là, il vient entacher tout le travail pourtant qui avait été mis en place pendant des décennies. Et donc c'est un grand coup que prend sa fondation en termes d'image. Vous parlez de Stephen Hawking, il faut en dire un mot. Stephen Hawking, donc dernière révélation en date, c'est l'apparition inattendue sur l'île privée de Epstein. Vous disiez c'est l'île qu'on surnommait l'île des pédophiles, de Hawking, donc cosmologiste, physicien, un peu philosophe. Alors lui aussi était une sorte de gourou. Moi je me rappelle, dans toute une jeunesse, on lisait ses bouquins comme si c'était Dieu sur terre. Hein. Et selon le contenu des dossiers, il a été photographié à plusieurs reprises sur l'île, parmi les millions de documents publiés par le ministère américain de la Justice. Il apparaît souvent entouré de femmes dénudées, etc. Et pour l'instant, rien n'atteste l'implication criminelle, mais lui aussi justifiait aider Epstein dans ses relations. Et ça abîme quand même aussi son image, parce qu'il a été enterré dans l'abbaye de Westminster, donc ce qui est un grand privilège, à côté, je crois, de Newton, et c'était quelqu'un qui suscitait une véritable vénération. En même temps, respect pour son courage aussi, à cause de sa maladie qui le rendait quasiment paralysé. Cette
toute puissance dont vous parlez, c'est incroyable parce qu'effectivement, ça entache les travaux de Gates, mais ça entache tout un nombre de personnes très respectées. Hawkins, Chomsky, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand même très respecté intellectuellement. Ça va quand même, ça va très loin. Ce qui est impressionnant aux États-Unis, c'est à quel point dans le public ils se sont assez puissants pour ne pas finir en prison et ne pas démissionner, alors que dans le privé, on commence à voir les démissions, Larry Summers, entre autres, petit à petit arriver. Qui savait, vous êtes Elisabeth Shepard-Selam, je sais que dans votre propre famille, il y a des membres de la CIA. Il y en a combien? Au moins un. Au moins, allez, au moins un membre de la CIA. Je suspecte une deuxième, mais je ne le connaissais pas. Ah oui, ça ne se dit pas, même en famille. J'ai pas connu mon grand-père. Donc voilà. C'est pour ça. C'est l'autre suspect, positif ou négatif, chacun est juge. Quoi qu'il en soit, qui savait d'après vous? Moi, je pense, alors, pour connaître bien les milieux de renseignement, notamment tous les contacts qu'on voit avec les Russes, je pense à Gates, mais pas que, enfin Epstein lui-même, c'est impossible que le FBI, voire le CIA, n'avait pas vent de ça. Surtout le FBI, parce que pour le coup, tout ce qui se passait sur le territoire américain est très suspect. Ce que vous dites est fou, c'est-à-dire, si le FBI savait, la CIA savait, le FSB sans doute devait l'utiliser, c'est leur base, hein, c'est vraiment leur travail, ils adorent ça. Le Mossad, évidemment, beaucoup de liens, notamment avec Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien. Ehud Barak, qui lui-même avait quelques problèmes un scandale pour corruption déjà en Israël. Il y a un certain nombre des acteurs, que ce soit Ehud Barak ou d'autres, Clinton notamment, qui avaient déjà quelques problèmes et quelques procès sur le dos. Donc c'est moins étonnant, mais effectivement, on imagine que les services de renseignement, notamment ceux les plus puissants et les meilleurs, c'est-à-dire le Mossad et le CIA, savaient très bien. Et même en Angleterre, au Royaume-Uni, avec l'ex-prince Andrew, il était quand même surveillé 24 sur 24, 7 sur 7. C'est forcément qu'il y avait des services de sécurité autour de lui qui avaient connaissance de ses déplacements avec M. Epstein dans différents endroits. Et donc, il y avait évidemment des gens qui savaient ce qui se passait. Et Clinton devait être accompagné par le secret service. Il est obligé, il était président des États-Unis, on sait très bien, surtout moi je viens de Washington, le président des États-Unis se déplace avec toute une armada d'agents. Il ne va pas sur un avion de quelqu'un dans le privé sans être entouré, néanmoins. Qui le protège et qui l'espionne, évidemment. Parce que tout le monde sait, les ministres en France vous disent tous, ceux qui ont des officiers de sécurité, souvent l'officier de sécurité le protège, mais il est aussi là pour l'espionner. En tout cas, il sait. Oui, après, il en rend sûrement compte à sa hiérarchie, effectivement. Mais au Royaume-Uni, il y avait aussi Peter Mandelson, qui a été pendant des années un commissaire européen et qui a été à plusieurs reprises ministre de l'économie, si je me souviens bien. Et c'est celui qui avait recommandé à la reine de nommer le prince Andrew comme représentant de commerce pour le rayonnement du Royaume-Uni à l'étranger.